Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sacrée Sexualité. Comme toujours, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Et cet épisode est un peu spécial pour moi parce que j'avais prévu de le faire un jour, mais pas aujourd'hui. C'est juste que sur cette journée, il y a plusieurs événements qui ont eu lieu, qui se sont enchaînés. Et là, et une dernière chose qui s'est passée à l'instant, et je me suis dit, ok, c'est le moment. On peut appeler ça des signes, on peut appeler ça des synchronicités, on peut juste appeler ça mon intuition qui tape à la porte et qui me dit « Hello, hello, hello », c'est le moment de raconter cette histoire. Mais voilà, c'est le moment. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai été dans une relation qui était émotionnellement abusive et comment j'en suis sortie. La première chose que je peux dire, c'est que ça fait pas très longtemps que je reconnais que cette ancienne relation était émotionnellement abusive. Ça fait que quelques mois que j'ai mis ces mots là-dessus. Et c'est dur pour moi de mettre ces mots là-dessus parce que pour moi, c'est comme si ça donnait une certaine couleur à cette relation, comme si tout dedans était émotionnellement abusif. Et du coup, je trouve que c'est pas forcément le meilleur terme, mais en même temps, c'est quelque part la réalité. Et pareil, avant je disais que c'était une relation toxique. C'était une relation toxique, mais elle n'était pas tout le temps toxique. Et je pense que rien que ça, c'est ça qui fait qu'on est dans des relations qui sont pas bonnes pour nous et qu'on reste. C'est cette confusion, c'est cette alternance entre les bons moments et les mauvais moments. Et il y a des relations qui sont violentes de A à Z, et puis il y en a où la plupart du temps ça va, sauf quand ça va pas. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de cette relation, ou plutôt de moi, pas tant de la relation que de moi, comment je l'ai naviguée, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'en suis sortie et pourquoi c'est une chose dont j'ai envie ou besoin encore de parler aujourd'hui. J'aurais préféré ne pas avoir à en parler, mais écoutez, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie, donc c'est parti. En fait, aujourd'hui, j'ai une conversation avec une de mes collègues qui est sex coach aussi et qui m'a interviewée pour son podcast. C'est un épisode en anglais, vous le verrez peut-être bientôt sur le mien. Et en fait, elle m'a demandé comment j'avais choisi ma spécialité qui est la sexualité sacrée, pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et le fait est que le début de mon travail coïncide exactement avec la fin de cette relation. Donc je suis incapable de l'oublier, je suis incapable de la mettre vraiment dans mon passé parce que le travail que je fais aujourd'hui, c'est à cause de cette relation. Et donc, des fois j'aimerais que ce soit pas le cas. Vous savez, comme par exemple quand c'est un événement marquant dans votre vie qui a changé le cours de votre vie, vous aimeriez juste oublier cet événement marquant, mais en fait comme il a changé le cours de votre vie, c'est dur de l'oublier. Eh bien la fin de cette relation a changé le cours de ma vie et je suis incapable de l'oublier. Je me rappelle exactement la date, je me rappelle exactement les étapes qui se sont passées après, je me rappelle comment exactement j'ai changé, je me suis transformée après ça. Et je pense que
cet épisode, il est surtout pour vous si vous êtes dans des relations où vous avez un doute sur s'il y a de l'abus ou pas, ou si vous en êtes sorti et que vous avez envie de savoir quel est le chemin, ou si vous avez récemment rencontré quelqu'un et que vous sentez qu'il y a quelques trucs qui clochent. Je pense que c'est pour vous que je le fais. Je le fais pas nécessairement pour moi parce que j'ai fait tellement de thérapie après cette relation. Mais je pense que ça va m'aider aussi. Et pourquoi c'est dur? C'est parce que je sens que dans mon histoire, j'ai encore tendance à protéger des personnes quand j'en parle. Et il y a clairement des choses que j'ai jamais dites publiquement et que je sais pas si je dirais publiquement parce que, en fait, je protège les personnes. Et pendant très longtemps, c'est ça qui m'a empêché de dire que la relation était toxique, ça qui m'a empêché de dire que la relation était émotionnellement abusive, parce que plutôt que de reconnaître certains termes qui mettent des mots sur ce que j'ai vécu, j'avais envie de protéger certaines personnes. Et j'ai encore envie de protéger certaines personnes, mais en même temps, j'ai envie de prévenir une partie de la souffrance que j'ai connue. Et donc voilà où j'en suis. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément facile à naviguer, mais pour vous, je le fais. Je vais commencer par définir un petit peu les termes, ce que je veux dire par relation toxique ou une relation émotionnellement abusive. Une relation toxique, pour moi, c'est simplement une relation où on ne peut pas respirer. C'est une relation où on ne peut pas être soi-même, où on marche sur des œufs, où on a peur de la réaction de l'autre par rapport à ce qui va se passer. C'est une relation où potentiellement il y a de la violence, qui soit émotionnelle, verbale, physique. C'est une relation où on ne peut pas être soi. C'est une relation où, en fait, il n'y a pas d'air, quoi. Et on est tout le temps en train de faire attention, de se suradapter, de bouger, de s'assurer que tout va bien, etc. Et donc, on n'est pas dans son essence. Et malheureusement, on nous a beaucoup appris que c'était la norme, que dans une relation, on devait éteindre qui on était et qu'on devait tout faire pour que la relation fonctionne. Et dans cette relation-ci, mon objectif, c'était pas que moi j'aille bien, c'était que la relation réussisse. Parce qu'en fait, il y a tellement de poids sur la réussite relationnelle. Tu es en couple, ça fait des années. La séparation, c'est presque vu dans certains cas comme un échec. Et donc, c'est compliqué. Mais dans bien des cas, on va se suradapter, on va faire beaucoup d'efforts, on va effacer qui on est pour que la relation survive. Et pour moi, ça crée de la toxicité. Je pense pas que des personnes soient toxiques. Je pense qu'une relation est toxique parce que souvent je me dis ma relation passée serait pas toxique si j'avais exprimé ce que je ressentais, si j'étais pleinement moi, si j'avais crié quand j'avais envie de crier, taper du pied quand j'avais envie de taper du pied. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de faire ça quand il y a une certaine pression. Je crois que les relations sont toxiques, mais que les personnes ne sont pas toxiques parce que ça dépend avec qui elle est. Parce que chaque personne ne se comporte pas pareil avec tout le monde. Et donc la relation est toxique pour moi quand on n'arrive pas à respirer. Et quand limite nos blessures sont incompatibles, quoi. Et ça, c'est une chose que je dis parfois à mes clientes, c'est qu'on a tous des blessures, on a tous des traumas, mais on va avoir une personne en face qui va pas appuyer dessus, qui a les siens, mais qui ne va pas appuyer sur les nôtres. Et moi, dans cette relation, c'est comme si cette personne appuyait sur tous mes boutons. Tous les endroits où j'avais des insécurités, où j'étais pas à l'aise, où j'étais pas bien dans ma peau, où j'avais des doutes, il appuyait dessus sans arrêt. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'une relation que j'appellerais émotionnellement abusive? Je ne dirais pas que toutes les relations toxiques sont émotionnellement abusives, mais j'ai réalisé qu'il y avait de l'abus émotionnel dans ma relation quand je me suis rappelé certaines choses qui m'avaient été dites. Et en fait, c'était simplement méchant. Certaines phrases qui étaient juste méchantes et dures à entendre. Et ça, c'est pas normal, parce que ça veut dire que c'est comme vraiment la sensation que j'avais, c'était parfois d'être un moucheron qu'on écrasait avec un pouce régulièrement. Et c'est dur pour moi de dire ça parce que je suis une femme forte et indépendante. Mais parfois, je me sentais vraiment comme une merde, quoi. Et pour moi, ça, c'est de l'abus émotionnel. Quand vous avez la sensation que, ok, on n'est pas en train de vous frapper, mais
on est vraiment en train de vouloir vous garder en place, quoi. Donc ça, ce seraient les définitions que j'ai. Ce que je peux dire aussi, c'est que par rapport à mon ex, j'ai pas vraiment d'animosité. Je pense pas à lui, je pense surtout à moi. Je pense surtout à moi qui naviguais ça. J'aimerais l'oublier, mais en fait, comme je vous le disais, cette histoire était assez pivotale dans ma vie. J'oublie pas la relation, mais c'est pas que je n'en veux pas. Je pense que j'ai fait mon travail de pardon et de deuil. C'est juste que avec tout le travail que j'ai fait sur moi, j'aperçois tous les endroits où lui aussi il avait des blessures et où sa façon de vivre ses blessures, c'était de contrôler. Et une des personnes, quelque part, que j'ai envie de protéger parfois, donc je dis pas souvent, c'est lui. Et c'est la version de lui entre ces moments, quoi. C'est hyper bizarre à dire, mais il y a un endroit où j'aimerais que c'est tellement complexe en fait, c'est pas comme si c'était une personne qui était mauvaise de A à Z, mais c'est juste que ces zones d'ombre me faisaient du mal et appuyaient sur les miennes. Et j'arrive à voir, je fais tellement de travail avec des clients sur le trauma que j'arrive à voir aussi l'essence de la personne que c'était en tout cas, et j'arrive à voir comment ça aurait pu être différent. Sauf que c'était pas différent. Et ça, c'est parfois une des erreurs qu'on fait quand on rentre en relation, c'est qu'on va tabler sur du potentiel. On va voir quelqu'un et on va voir tout ce qu'elle pourrait nous apporter. Mais il y a certaines de ces choses qui ne sont pas accessibles à son cœur sur le moment T. Et ça, c'est une chose qui est dure à reconnaître parfois. Vous voyez, quelqu'un qui, au début, sur papier, ce serait parfait, ce serait très bien, etc. Et au final, c'est du potentiel, c'est-à-dire que c'est un potentiel non réalisé, vous n'avez aucune idée de si ça va effectivement bien se passer. Mais parfois, on fait souvent des paris comme ça, plutôt que de prendre ce qui est, et de voir ce qui est là et de prendre ses décisions avec, on va se dire, mais non, mais en fait, ça pourrait être tellement bien s'il y avait juste cette chose-là qui changeait et cette chose-là qui était différente, mais la plupart du temps, c'est bien. Et voilà, donc ça, c'est une chose que je voulais dire aussi, parce que c'est vrai à cet instant T pour moi. Et c'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé autant que j'aurais pu par le passé. D'abord, j'ai envie de vous raconter comment j'ai commencé. En fait, je crois que je vais commencer l'histoire par la fin. Comment j'ai commencé ce travail et remonter à ce qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille sur ce que je n'ai pas vu de cette relation. Alors, moi, je suis coach en sexualité sacrée, qui est une sexualité qui est consciente, connectée à la spiritualité, connectée à la présence dans le corps, et qui a une connotation de protection, où la sexualité est sacrée, donc protégée. Il y a quelque chose de très cocoonant dedans. Et je suis aussi coach en résolution des traumas maintenant. Et en fait, après la fin de cette relation, donc quand on a rompu, j'étais complètement désorientée, je savais pas qui j'étais. J'ai eu un bon moment où je savais plus qui j'étais sans cette relation, parce que j'avais conçu tellement de choses autour d'elle, pour elle, que je savais plus qui j'étais. Et du coup, j'ai voyagé, je suis partie aux États-Unis, je suis partie à New York, j'ai passé plusieurs mois là-bas. Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé que je ne voulais plus jamais avoir une sexualité comme celle que j'avais eue dans cette relation. C'était une relation, la sexualité était anxiogène. J'avais pas beaucoup de libido, je me sentais pas bien dans mon corps, je me sentais moche, très, très clairement. Je me sentais pas sexy, je me forçais à être quelqu'un que j'étais pas. Donc c'était très anxiogène. Et je me suis dit, je ne vais plus jamais me sentir comme ça. Et donc j'ai commencé à faire mes recherches. Et c'était pas facile de trouver des infos sur comment avoir une belle sexualité. À l'époque, je ne savais rien de ce que je sais aujourd'hui. Je connaissais que le peu qu'on nous montrait, quoi. Je regardais Sex and the City, j'avais eu plusieurs partenaires, mais c'était pas... Il n'y avait pas la paix que je cherchais dans mes relations passées. Et donc du coup, je suis tombée sur du tantra, sur la sexualité liée à la spiritualité, sur certaines pratiques.
Et j'ai vu que la sexualité pouvait être belle, pouvait être au-delà de ce que j'avais connu. Et en fait, il y a ce livre que j'ai lu de Margot Anand, et je me rappelle le lire et me dire, je veux ça. Parce que ça a l'air tellement doux, paisible et plein de plaisir et de joie et d'extase. Et je me disais, mais voilà, je veux ça. J'avais aucune idée de comment obtenir ça, parce dans ce livre en particulier, il n'y avait pas de mode d'emploi, même si elle a fait d'autres livres plus pratiques. Mais je me disais, je veux ça. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait mon travail sur la sexualité sacrée, que j'ai fait mes recherches, que je me suis formée, je me suis certifiée, etc. Mais tout a commencé par la fin de cette relation. Parce que je savais plus qui j'étais et je me sentais pas chez moi dans mon corps en fait. Et donc à chaque fois qu'on me parle de mon travail, de comment ça a commencé, je repense à cette relation. Et je me suis dit, au bout d'un moment, il va falloir vraiment que je dépose cette histoire et que je la partage. Alors j'ai déjà fait, je t'ai écrit dessus un peu, j'ai fait un live il y a quelques mois sur le sujet. Et c'était le premier live que je faisais détaillant la situation. Et j'ai réécouté le live et dedans je suis tellement en colère. Parce que je connais ma voix, je me connais plutôt bien. Et quand j'ai écouté le live, j'ai sorti l'audio parce que je me suis dit que j'allais juste le poster comme épisode. Et quand j'ai écouté le live, je me suis dit waouh, j'étais tellement en colère dedans. Et j'étais pas en colère contre lui parce que, comme je vous dis, lui c'est un protagoniste, mais c'est plus trop le souvenir que j'ai, c'est celui de la relation. Et j'étais tellement en colère en fait, et je crois que j'étais en colère contre moi, contre la situation, contre le fait de ne pas avoir vu les choses plus tôt, et contre le fait que ça existe en fait, que ça existe, que des personnes se comportent comme ça l'une envers l'autre. Et donc j'avais beaucoup de colère, donc c'est pour ça que je refais un autre audio plus apaisé, parce que là je me sens pas en colère, je me sens juste prête à partager. Et donc voilà, donc parce que mon travail a commencé à ce moment-là, et que la sexualité sacrée m'a permis de me reconnecter à qui je suis, à mon essence, à mon plaisir, à m'apaiser, que c'est vraiment l'outil numéro 1 qui m'apporte la paix et la tranquillité que j'ai aujourd'hui, et que ça a commencé par là. Donc je me dis, c'est mon origin story, comme disent les Américains, c'est l'histoire originelle de mon travail. Après, avec le travail que je fais sur les traumas, j'ai réalisé que mon intérêt pour la sexualité n'a pas commencé à ce moment-là. Ça a commencé beaucoup plus tôt, c'est juste que plein d'expériences de vie m'en ont détourné, on va dire, mais j'étais intéressée par ce sujet bien avant. Donc c'est pas non plus cette relation qui a déterminé tout le cours de ma vie. C'est juste que c'est le moment où j'ai décidé. Mais j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la sexualité quand j'avais 9 ou 10 ans, quoi. J'étais passionnée, fascinée. Surtout, bref, c'est l'objet d'un autre audio. Mais en tout cas, tout n'a pas commencé avec cette relation, et c'est vrai en moi depuis très longtemps, et j'ai toujours exploré ma sexualité, j'ai toujours trouvé ça intéressant même avant lui. Sauf que cette relation, c'était vraiment un turning point, comme on dit. Maintenant, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est comment identifier qu'une relation est abusive, émotionnellement abusive, potentiellement toxique, et comment en sortir. Il y a une phrase que j'ai lue quelque part qui est que on quitte les relations comme on rentre dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies au début d'une relation qui sont la cause de rupture. Et notre relation n'a pas commencé sainement. Elle a commencé avec beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, beaucoup de on-off. Et au bout d'un moment, elle s'est arrêtée. Voilà, on a eu une pause de plusieurs années. Donc on était ensemble on-off pendant un moment. Et puis, voilà, après la vie a mis de la distance, etc. Et on a redécidé de se mettre ensemble pour de bon. Et je me rappelle qu'on a décidé d'être ensemble en octobre ou en décembre, je sais pas, un truc comme ça. Et en février, on a eu notre premier voyage à deux je crois que c'était en Espagne ou en Italie, non en Espagne. Et je me rappelle du premier moment où je me suis sentie vraiment abusée émotionnellement. Je m'en rappelle comme si c'était hier, parce que j'étais confuse, parce que je ne comprenais pas. Et j'ai une liste quelque part de ce qui pour moi
le trait d'une relation toxique. Donc je crois que je vais la sortir et je vais vous lire quelques trucs tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, je vais juste raconter comme ça vient et après, je vais regarder si je peux rajouter des choses à la fin. Après, je peux regarder si je peux rajouter des choses à la fin. Mais en tout cas, c'était le premier moment où je ressentais vraiment cet abus. Avant, c'était tellement chaotique que je pense qu'il y avait de l'abus tout le temps, mais je le voyais pas. Mais là, c'était censé être idyllique, c'était censé être le début, c'était censé être facile. Et je me rappelle qu'on est allé dans ce Airbnb, on est arrivé, c'était très joli, très bien. Et c'était en février, je me rappelle lui avoir dit que je voulais tester le végétarianisme. Maintenant, je suis végétarienne, mais je n'étais pas encore végétarienne. Et je lui disais, j'aimerais bien être végétarienne. Du coup, ce mois-ci, je vais manger ni viande ni poisson. Simple, un commentaire très simple. Donc pendant notre week-end, je vais pas manger de viande, je vais pas manger de poisson, je vais me contenter, je vais manger tout le reste. Je veux juste voir comment ça fonctionne pour moi. C'était que 3 jours ensemble. Hein. Et voilà. Et donc du coup, et c'était un moment où on n'habitait pas ensemble, tout ça. C'était vraiment, on passait ce week-end ensemble et tout. Et je me rappelle que quand je lui ai dit ça, pendant au moins 2-3 heures, on a eu une conversation sur pourquoi je voulais être végétarienne, qu'est-ce qui fait que j'avais choisi d'être végétarienne. À chaque fois, je devais lui donner des arguments sur pourquoi j'avais choisi ça. Il me disait que si t'es végétarienne, on ne pourra plus jamais manger la même chose. Je disais, c'est pas grave. Il me disait, oui, on ne pourra plus manger la même chose. Il y aura de la distance entre nous. Moi, je mangerai de la viande, toi, t'en mangeras pas. Et je voyais pas où c'était le problème, mais bon, il me disait, c'est quoi tes arguments pour ne plus manger de viande? Et je lui disais, franchement, en vrai de vrai, je veux juste tester. J'en ai pas plus que ça. Mais comme j'avais lu plusieurs livres et que j'étudiais le sujet, je lui ai dit, il y a un impact sur la santé, un impact sur l'environnement, il y a bien sûr la protection animale, etc., etc. Et il me sortait des contre-arguments. Et en fait, on a débattu pendant des heures sur mon végétarianisme. Et ça, j'ai appris plus tard que c'était du gaslighting. C'est, en gros, mon ressenti, mes pensées ne sont pas accueillies telles qu'elles sont. On essaie de démontrer par A plus B que mon choix n'est pas valide. Et ça, je l'ai ressenti de A à Z dans cette relation. Comme si on m'étouffait. Et il y avait énormément de contrôle, énormément de manipulation, de je veux que tu te comportes d'une certaine façon, et si tu te comportes pas de cette façon, c'est que tu m'aimes pas. Ça, c'est l'une des choses que je retiens de cette relation, c'est si tu m'aimais, tu ferais ça. Si tu m'aimais, tu ferais ci. J'ai énormément de souvenirs de ça. Alors, j'ai beaucoup de souvenirs positifs, mais malheureusement, ils sont beaucoup éclaboussés par ça. Parce que c'est comme si le positif, c'était le baume qui vient après qu'on t'ait fait mal, quoi. C'était pas... Genre, je sais pas comment dire, mais c'est comme si on te dit quelque chose de hyper négatif et après on te passe la main en te faisant « Oh, mais non, ça va aller et tout ». Donc du coup, tu sais même pas si les moments positifs, ils sont vrais. Tu sais pas si c'est vraiment la réalité. Et il y a eu beaucoup de moments comme ça. En fait, je vais vous en citer quelques-uns. C'est juste pour que vous ayez des repères, parce que c'est ce dont j'ai eu besoin après cette relation. J'ai beaucoup travaillé sur le fait d'avoir des repères, sur ce qui est une bonne relation et ce qui n'est pas une bonne relation. Par exemple, pourquoi c'était de l'abus émotionnel, comme je le disais, c'est parce que j'ai entendu des choses qui étaient dures à entendre et que j'étais censée encaisser selon lui. Pour lui, voilà, il n'y avait rien de mal. Par exemple, je lui disais, mais pourquoi tu me dis jamais que je suis belle? Mais il me dit, parce que je peux pas te mentir. Parce que là, en gros, sous-entendu, là, je suis pas particulièrement belle, je suis pas particulièrement bien mise. Je me rappelle que je lançais mon entreprise. Et ça, c'est toujours stressant de lancer son entreprise, surtout quand on est en couple. Et je me rappelle toutes les fois où j'ai ressenti énormément de pression à gagner de l'argent. Énormément à ramener du cash et à m'en sortir. Et je me rappelle d'une conversation qui était que moi je voulais plus jamais être salariée, parce que je suis entrepreneur depuis 9 ans et sincèrement le salariat c'était pas pour moi. Et il me disait mais même pour moi, pour nous, tu serais pas capable de prendre un boulot en CDI? Et je lui disais franchement, avant de prendre un boulot en CDI, je vais faire beaucoup de choses.
Je lui disais, avant de prendre un boulot en CDI, travailler pour quelqu'un, peut-être je vais rentrer chez ma mère, peut-être je vais devenir serveuse dans un bar, peut-être je vais faire un tas de trucs, mais je vais pas me mettre dans un bureau comme avant à faire mon travail corporate et tout. Il me disait, mais même pas pour nous, même pas pour notre couple. Et je me disais, non. Et il me disait, mais c'est-à-dire que t'es pas prête à te sacrifier pour nous? Et en fait, non, moi, j'étais pas prête à me sacrifier, mais c'était très dur pour moi d'affirmer ça, mais c'est l'un des rares trucs que j'étais capable d'affirmer. Non, j'étais pas prête à me sacrifier de ce côté-là, parce que j'étais salariée avant et j'aimais pas. Voilà, il aimait pas mon travail. Il me disait que mon travail, c'était un peu du bullshit, parce que je fais du développement personnel depuis des années, et que, soi-disant, j'aide les gens à aller bien, mais en fait, c'est un peu du pipeau. Il a dit plus d'une fois que c'était des pigeons, donc je suis désolée, mes chers auditeurs, mais moi je vous considère pas du tout comme ça, mais il m'a dit ça plus d'une fois. Il y a un moment qui m'a aussi... Enfin, en fait, il y a plein de moments de manipulation comme ça. Je me rappelle, c'est un peu mon confessionnel, mais je me suis dit que j'allais juste dire ce qui vient, et du mieux que je peux. Du mieux que je peux. Je sais que je me mets un peu personnellement, je me mets un peu en danger, mais je vais dire du mieux que je peux. Je me rappelle, quand j'ai sorti mon premier livre, c'était vraiment épatant pour moi d'écrire un livre, hein, parce que c'était le rêve de ma vie. C'était le rêve de ma vie, et je l'avais jamais fait. Et en fait, c'était tellement le rêve de ma vie, et j'étais tellement bloquée que je me suis fait accompagner à l'époque par une de mes clientes d'ailleurs, qui travaillait beaucoup sur les émotions et le corps. Et grâce à elle, j'ai dépassé mon perfectionnisme. Et un jour de décembre, je me suis réveillée, je me suis dit, je vais écrire mon livre et je vais l'écrire en 1 mois. Donc je me suis lancée, j'ai écrit mon livre en 1 mois, et plus d'une fois il m'a dit, il y a un moment, s'il y avait les fêtes, et il y avait ma mère, elle me disait, oui, mais t'es en train d'écrire et il y a ta mère, ça se fait pas et tout. Je fais, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais ma mère s'en fichait, ma mère m'a dit, Livia, ma fille, écris ton livre, c'est ce que tu rêves de faire, donc fais-le. Donc déjà, je me sentais un peu coupable. Je me sentais coupable de passer beaucoup de temps à écrire, parce que j'écrivais énormément. Et puis je me rappelle que quand le livre est sorti, j'ai demandé s'il voudrait le lire. Il m'a dit, est-ce que tu voudrais que je le lise? Je lui ai dit, bah oui. Non, je me rappelle, non, c'est pas ça qui s'est passé. Il m'a dit qu'il voudrait le lire. Il m'a dit qu'il voudrait le lire. Je lui ai dit, bah c'est sympa, merci, il n'y a pas de souci. Et je l'ai envoyé à lui et à mes meilleurs amis dans le même groupe, à 4 personnes. Il était très très vexé que je l'envoie à 4 personnes. C'était une conversation, waouh, très dure. Il était très vexé que je lui ai pas envoyé le livre personnellement. Du coup, je lui ai fait un mail séparé pour lui envoyer. Et voilà. Et il m'a dit en rentrant, j'ai commencé à lire les premières pages de ton livre. En fait, je pense que je vais pas le lire parce que ça m'intéresse vraiment pas. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais me... Est-ce que tu voulais que je te donne mon feedback sur un truc particulier? Et je me rappelle lui avoir dit non, ça va. Surtout que c'est toi qui m'as demandé. Donc non, j'attendais pas ton feedback. Et ça, c'était pour moi vraiment dur à encaisser. Parce que franchement, moi, je m'attendais pas à ce qu'il lise mon livre. Hein. Je veux dire, c'est pas un prérequis. C'était pas un prérequis, mais comme il m'avait demandé, je m'attendais à ce qu'il fasse. Et en fait, finalement, il m'a dit que ça l'intéressait pas. Et donc tout ça, c'était un petit peu au milieu de notre relation, et je me rappelle qu'il y avait un trait commun dans tout, c'était la confusion. Il y a plein de moments où j'étais confuse. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que je me comporte comme je devrais? Par exemple, des trucs bêtes où il a envie de faire quelque chose, j'ai pas forcément envie de le faire, mais j'ose pas dire que j'ai pas envie de le faire. Du coup, j'hésite, je le fais pas. Finalement, je le fais quand même, mais je regrette. Et du coup, je suis hyper confuse. Je savais pas ce que je voulais, qui j'étais. Et il y a des fois où je me suis retrouvée en pleurs dans la rue parce que, je caricature, mais il voulait aller à gauche, je voulais aller à droite, et j'étais incapable de lui dire que je voulais aller à droite. Parce que j'avais peur qu'il soit vexé, parce que j'avais peur qu'il le prenne mal, j'avais peur qu'il soit déçu. Parce que l'un de ces trucs qui passait souvent, c'est qu'il était déçu. Je suis déçue, je suis pas content, je suis triste. C'était souvent ce qu'il me disait. Et moi, tout ce que je voulais, c'était être une bonne copine. C'est tout ce que je voulais. Je pleurais beaucoup. Vers la fin de notre relation, je pleurais au moins 1 fois par semaine pendant 2-3 heures. Et je me rappelle dire à mes copains, c'est normal de pleurer beaucoup quand on est en couple.
Il me disait, non, c'est pas normal. Je fais, mais vous êtes sûr? Parce que quand même, c'est compliqué d'être en couple. Non, les pleurs hebdomadaires, là, it's not normal. Ah d'accord. Ok, bon bah il y a un souci, je sais pas lequel, je suis confuse. Par exemple, il voulait qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Et je me rappelle que quand je voulais passer du temps avec mes amis, par exemple, et ça c'est un truc que mes amis, ça les choque encore, ils m'en reparlent. Et je disais, ouais, je voulais passer la journée avec une copine ou avec des copains. En fait, pour lui, si je passais du temps sans lui, il fallait que je le rattrape. Donc imaginons que je passe une après-midi avec mes copines, et sans lui, fallait que le lendemain, on passe un super moment ensemble parce que voilà quoi, c'était du temps en moins qu'on avait ensemble. Et en fait, il avait une vision du couple qui était hyper fusionnelle, qui était vraiment genre, tu fais tout pour moi, je fais tout pour toi, qui était hyper fusionnelle. Et il y a un truc qui était assez fou, c'est que je n'arrivais à rien lui reprocher, parce qu'il faisait tout parfaitement dans le couple qu'il faut parfait. Je pouvais pas lui dire qu'il prenait pas soin de moi parce qu'il me faisait souvent des petits cadeaux. Je pouvais pas lui dire que il faisait rien à la maison parce qu'il était beaucoup plus propre que moi. Il faisait régulièrement manger. Je pouvais lui faire aucun reproche et plusieurs fois il m'a dit, mais si tu veux me faire des reproches, fais-moi, mais t'en trouveras pas. Les seuls reproches que je pouvais lui faire, c'était qu'il disait des choses méchantes. Et j'arrivais pas à lui rentrer dedans, j'arrivais pas à m'imposer. C'était hyper complexe. Je me rappelle que, donc là, en approchant de la fin de notre relation, ma mère m'a dit, on était en vacances, hein. Elle m'a dit, Livia, tu te comportes comme une femme battue. Je lui ai dit, ma maman, je suis pas battue, on exagère. Elle m'a dit, oui, je sais que tu n'es pas battue, mais tu te comportes comme une femme battue. Parce qu'en fait, tu fais tout pour qu'il soit pas dérangé. Et effectivement, je faisais tout pour ne pas le chambouler. Donc par exemple, je finissais mon travail bien avant qu'il rentre à la maison, de façon à ranger la maison parce qu'il n'aimait pas de désordre. J'allais tout le temps vérifier avec lui, est-ce que telle chose lui allait, est-ce qu'il était content. J'avais aucune spontanéité, hein. Je faisais vraiment tout le temps attention à mon comportement parce que je voulais pas qu'il soit déçu. Et il y a une fois où je suis partie, avant notre grosse rupture, je suis partie 2 ans avant. Et j'ai craqué, j'ai pris ma valise et je suis partie. Et il m'a appelé, il m'a dit toutes les choses que je voulais entendre depuis tellement longtemps. Il m'a dit, mais regarde ce que tu nous fais, on aurait pu construire quelque chose de beau, je t'aime tellement, je peux pas vivre sans toi, c'est avec toi que je me vois, etc. Et il m'a dit toutes ces choses. Et j'étais déjà partie, c'est-à-dire que mon corps savait que c'était pas ok. Mais je suis quand même revenue et ça ne s'est pas amélioré. Je dirais que ça s'est amélioré pendant 1 mois et demi, où il était vraiment adorable. Et après, tout ce qui est revenu, c'était ses exigences, sa vision qu'il avait de ce couple, qui était censé être idyllique, qui était censé être parfait sur papier, et dans laquelle je rentrais pas très bien. Et je lui demandais souvent, mais si t'es si déçu ou malheureux, pourquoi t'es avec moi? Qu'est-ce qui fait que t'es avec moi? Et il me disait, mais je vois quelque chose en toi. Je vois quelque chose en toi. Et c'est une chose que j'ai entendue plusieurs fois. Je sais pas, dans certaines situations, des gens dire ça. Et c'est comme si il était fasciné par moi, mais quand même, ce serait mieux si j'étais différente. Et c'est tout ce que j'ai ressenti dans cette relation, c'était que, effectivement, j'ai beaucoup de lumière, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Ça, je le sais. En tant que personne, j'ai beaucoup d'impact. Et il était fasciné par moi. Il aimait être dans cet environnement, j'imagine, l'interprète, hein. Mais en même temps, il aimerait tellement que je sois différente. Plusieurs fois, il m'a dit qu'il me préférait avant. Au début de notre relation, j'étais beaucoup plus tolérante. Et au fur et à mesure, je suis devenue un peu moins. Il me dit, t'étais mieux avant. J'étais plus mince avant, j'ai pris du poids dans cette relation, mais pas du poids sain, du poids où j'avais l'impression d'être gonflée. Vous savez, le poids qu'on a beaucoup de cortisone, donc j'avais le visage gonflé, mes cheveux étaient pas en bonne santé. Et du coup, ce qui était problématique, c'était un petit peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire que je grossissais, j'avais l'air moins en bonne santé. Il me le disait, il m'incitait à faire du sport. Et du coup, ça me poussait à manger. À un moment, j'ai reconnu que je mangeais beaucoup plus que nécessaire pour mon poids, pour ma taille. Donc je me mettais à manger et
Je trouvais beaucoup de satisfaction dans la nourriture et en fait, je me rendais pas compte parce que c'est pas comme si je faisais allez, je m'achète des gâteaux et je binge les gâteaux. C'était plutôt que je me prenais des assiettes énormes et je mangeais toujours plus que nécessaire. En fait, je faisais tout pour être hyper remplie. Tout pour être hyper remplie tout le temps. Et voilà, ça jouait. Donc c'est un peu la poule et l'œuf. Et donc j'étais pas en hyper bonne santé. Et avec ces mots-là, j'avais pas envie de l'être. Et je me rappelle plusieurs conversations que j'ai eues avec des amis à ce moment-là. Et j'arrivais pas à voir ce qu'elles voyaient. Parce qu'elles voyaient beaucoup de choses. Et je disais, par exemple, je me rappelle, j'avais une amie à Londres, j'étais allée la voir et je disais, mais en fait, c'est juste qu'il est tellement exigeant. Mais le problème que j'ai, c'est qu'il est aussi très très exigeant envers lui-même. Et donc je peux rien lui dire. Comme il est tellement exigeant, parfois dur avec lui-même, quand il est exigeant envers moi, c'est comme si il me demandait d'être à son standard. Et du coup, je me sentais jamais à la hauteur. Je me disais tout le temps, je suis pas assez bien pour lui. Parce que peut-être il avait une vision de moi qui n'était pas ça. Avec d'autres amis, en parlant, j'ai commencé à visualiser que c'était pas censé être comme ça, mais c'était pas très clair. Finalement, j'ai une de mes copines qui m'a dit qu'il a rencontré. Il était plutôt pas sympa. Quand il a rencontré mon ami, il était assez froid, assez distant. Il m'a fait quelques pics. Moi, j'essayais de détendre l'atmosphère. Et après, elle m'a dit, il est méchant avec toi. Et j'étais là, t'es sûre? Elle m'a dit, ouais. Franchement, il était pas agréable avec moi, avec mon ami. Mais avec toi, il est méchant. Il se permet des choses qui sont pas cool. Et c'est vrai que des fois, il était froid. Il était distant, comme ça. Et tout ça, c'est des red flags que je vous donne, je vous les offre en cadeau. Parce que moi, le problème que j'avais, c'est que j'avais aucune idée de ce que c'était une relation saine. Pas que j'avais aucune idée, mais je regarde beaucoup de films et de comédies romantiques et de livres et je me disais juste, la mienne, elle est pas comme ça. Et en fait, ça m'a aidé parce que je me rappelle avoir regardé beaucoup de films et me dire, ouais, je l'imagine pas faire ça pour moi. Mais je me disais juste que c'est normal, c'est un film. Maintenant que je suis dans une relation très saine, quand je regarde les scènes de films, je reconnais mon couple dedans. Donc, effectivement, il y a certaines scènes de films qui sont très proches de la réalité. Donc, si vous voyez des scènes de films et vous dites « jamais un tel ferait ça pour moi », vous pouvez regarder si c'est parce que c'est pas dans sa personnalité, peut-être que cette personne ferait autre chose, ou que c'est pas assez dead, quoi. Bref, petite parenthèse. Donc, je dirais que première chose, c'était la confusion. Deuxième chose, c'était les pleurs. Troisième chose, c'était je me sentais juste pas bien. Je me sentais pas comme j'avais envie de me sentir. Et en fait, cette phrase, je ne me sens pas comme j'ai envie de me sentir, c'est celle qui m'a sauvée. Parce que je n'arrivais pas à l'époque à trouver des raisons rationnelles de quitter cette relation. Forcément, avec le recul, on le voit. Mais quand on est dedans, c'est hyper difficile. Parce que vous avez rien d'autre, vous avez que cette relation. C'est pas comme si vous aviez un autre copain à qui vous pouvez comparer. Enfin, peut-être certains d'entre nous, c'est le cas, mais dans mon cas, j'avais que lui. Et donc je pouvais pas me dire, effectivement, celle-là, elle est pas super, parce que celle-là, elle est mieux. Non, j'avais que celle-là. Et donc du coup, quand on n'a qu'une relation, on connaît que celle-là, on est dedans, et c'est hyper dur de distinguer. Et au final, ce qui m'a aidée, c'est me dire, je ne me sens pas comme j'ai envie de me sentir. Aussi simple que ça. Je ne me sens pas comme j'ai envie de me sentir. Est-ce que je me sens dans cette relation comme j'ai envie de me sentir? Oui ou non? Simple, efficace. C'est ça qui m'a aidée à partir. Et lui, il voulait pas rompre. Il aurait jamais rompu. C'est moi qui finis par rompre. Et en fait, il y a une expérience que j'ai faite proche de la fin de notre relation, qui était que pendant une semaine, j'essayais d'être parfaite à ses yeux. J'ai fait tout ce que je savais qu'il aimerait, tout ce qui le rendrait content. Quand je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient, qui frottaient un peu, j'ai laissé couler. J'ai fait à manger, je l'ai rangé, on a fait l'amour plusieurs fois. Enfin, c'était vraiment genre... Je me suis donnée, quoi. Pendant une semaine, j'ai vraiment fait des efforts. Je me suis dit, ça se trouve, si je fais des efforts, ça va le faire. Et en fait, je faisais cette expérience juste pour voir si cette relation pouvait marcher. Et donc, je me suis dit, ça se trouve, en fait, parce que, étant dans le développement personnel, l'un de mes biais, c'est que je prends toujours ma responsabilité d'abord. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes intéressé par le développement personnel, vous savez que très souvent on parle d'auto-responsabilité. C'est-à-dire qu'avant de demander à ce que quelqu'un d'autre remplisse mes besoins ou que de demander à quelqu'un d'autre de se comporter d'une certaine façon, je prends ma responsabilité et
et je vois ce que moi je peux faire pour améliorer ma relation. Et donc du coup là c'était ma tentative de me dire ok, pour l'instant on est ensemble, voici ce que je vais essayer de faire pendant une semaine, je vais voir si ça marche. Et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant une semaine j'ai rempli ses besoins. À la fin de la semaine il était hyper content, il est venu avec des fleurs, il m'a dit ouais j'ai passé une trop bonne semaine, franchement c'était tellement bien de passer ce temps avec toi, je me suis sentie tellement bien, tellement détendue. Et après moi je le regardais, je lui ai dit et moi je suis fatiguée. Je suis crevée, c'était pas moi. Et je lui ai pas vraiment dit, mais je lui ai juste dit ok je suis contente. Mais je crois que je lui ai expliqué en fait que là je faisais des efforts mais que je pourrais pas tenir. J'étais crevée. Je faisais trop d'efforts, je faisais trop semblant. Et en fait c'est une chose aussi que, comme je le disais au début, on va souvent faire, c'est que plutôt que de se dire de quoi moi j'ai besoin dans la relation, comment moi j'ai envie de me sentir, qu'est-ce qui est important pour moi, on va se demander comment je fais pour que la relation fonctionne. Et souvent c'est comment je fais pour remplir les besoins de cette autre personne, pour être sûr que cette personne est contente. Parce que moi, mon biais pendant longtemps, c'était moi, c'est pas grave. Moi, je compte pas. Moi, je me débrouille. C'est pas grave si j'ai pas. C'est pas grave si j'ai pas la sensation d'être aimée comme j'ai envie d'être aimée. C'est pas grave si j'ai pas l'adoration que j'ai envie d'avoir. C'est pas grave, moi, c'est pas grave. Je passais beaucoup de temps à chercher la validation de son amour pour moi. Je me disais, s'il me demande en mariage, ça veut dire qu'il m'aime. Je me disais, s'il veut faire des enfants avec moi, ça veut dire qu'il m'aime. Sauf qu'il ne m'a pas demandé en mariage et que parfois, quand on parlait d'enfants, il a dit ou insinué, je me rappelle plus trop, que pour lui, j'étais pas prête parce que j'étais trop volatile, que j'étais pas quelqu'un d'assez posé, d'assez ancré, et sous-entendant que je serais pas une bonne mère. Et je pense que toutes les personnes qui me connaissent savent que je serais une excellente mère. Donc voilà, mais en tout cas ça m'a fait mal parce que j'ai toujours vu des enfants. Et voilà. Et l'autre aspect, dont là j'ai pas beaucoup parlé, mais c'est que la sexualité était hyper dure. Et je pense que c'est un bon red flag. Red flag c'est drapeau rouge, c'est-à-dire que c'est un signe que ça va pas forcément. Mon corps ne voulait pas de la relation, mon corps était en tension totale, il était tendu, et donc du coup, faire l'amour, c'était compliqué, les gars. J'avais besoin de me sentir énormément en sécurité, donc très souvent, c'est quand on passait un week-end ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble, ça se passait bien, c'était agréable, il n'y avait pas eu de tension, que là, j'arrivais à faire l'amour, et là, on arrivait à avoir un moment. Et ça se passait bien. Enfin, ça se passait plutôt bien, on va dire, parce que dans ce cadre-là, j'avais tendance à performer un peu, j'avais tendance à vraiment y aller un peu à fond, genre me prenais un peu pour une star du porno, j'imagine, en mode allez, j'y vais, je suis sexy, nanana. Mais bon. Et il suffisait que la semaine démarre et on retrouve la routine quotidienne et j'avais plus envie. C'était fini, j'avais donné en fait. Et c'est dur à dire et triste à dire, mais c'était le cas, j'avais assez donné. C'était bon. Et donc quand il revenait vers moi le lundi ou le mardi, waouh, c'était oh non, pourquoi il me demande ça? Pourquoi, si seulement il pouvait pas me le demander? C'était dur, c'était très anxiogène. Parce que je me demandais si j'avais un problème. Je me suis jamais dit que c'était la relation le problème. Je me suis demandé si c'est moi qui avais un problème. Peut-être j'ai plus envie de faire l'amour. Peut-être que je suis frigide, entre guillemets. Voilà, donc j'ai fait des recherches. Je me suis dit peut-être c'est moi qui ai un problème. Et quand on faisait l'amour, c'était... Maintenant, étant donné que j'ai quand même la différence, puisque j'ai travaillé sur moi énormément, sur ma sexualité, je sais que je performais, je faisais semblant. C'est-à-dire que je faisais semblant d'avoir du plaisir, je faisais semblant d'être libre, d'être libérée. Je ne savais pas que je performais à l'époque. Je ne pouvais pas le savoir. Je faisais vraiment de mon mieux. Mais voilà, je faisais en sorte d'être dans mon corps et tout. Et c'était très dur pour moi d'arriver à l'orgasme. Ça le frustrait que j'ai pas d'orgasme. Et plusieurs fois, il m'a dit mais que quand j'avais pas d'orgasme, je le laissais tomber quelque part. Je le faisais être seule. Et que voilà, c'était pas cool. Ok. Et ça, c'est une chose dont on parle pas beaucoup, mais l'injonction à l'orgasme, ça existe. Hein.
C'est-à-dire que si quelqu'un vous pousse à avoir un orgasme, vous dit « Allez, et un orgasme pour moi, pour me faire plaisir et tout », ça peut être sexy, mais ça peut être stressant aussi. Parce que votre corps, il fonctionne pas sur commande. Et avoir la direction, le côté « il faut absolument que j'ai un orgasme », c'est pareil que quand on est un homme, qu'on a un pénis et qu'on dit « il faut absolument que j'ai une érection », quoi. C'est fait beaucoup de pression. Et donc voilà, ça c'était compliqué. Et ouais, mon corps était en shutdown total. C'était compliqué. Et donc c'est pour ça que quand j'ai quitté cette relation, je me suis dit, je vais faire des recherches. Et c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui je suis coach en sexualité. Waouh, ça fait super longtemps que je parle. J'avais pas réalisé. Je vais finir en vous disant, justement, j'ai retrouvé la liste de ce que j'avais écrit sur, pour moi, quels sont les signes d'une relation toxique. Et après, je vais vous dire comment on en sort, comment on part. Et je vais vous parler de qu'est-ce qu'une relation saine. On va finir sur ces 3 choses-là. Ça va aller vite, je vais juste lister, parce que beaucoup de choses répètent ce que j'ai déjà dit. Donc pour moi, les signes d'une relation toxique, voire abusive, c'est la confusion. Numéro 1, c'est vous êtes confus. Vous savez pas ce qui se passe, c'est pas très clair. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Souvent, on dit que on joue le chaud et le froid, c'est-à-dire que cette personne, un coup, elle va être super, super adorable, super, super câline, et puis un coup, elle va être vraiment froide, voire violente. Ça va tout le temps alterner entre les deux parce que personne ne peut être violent avec vous en continu. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, je veux dire... il y a une fin. Par contre, quand il y a tout le temps une oscillation entre ça va et ça va pas, ça met le doute en fait. On se dit peut-être que c'est moi qui exagère, peut-être que c'est pas vraiment ça. Mais non, mais en fait, c'est bien s'il y avait juste pas ce truc. Et donc, la confusion, c'est un signe. Parce que quand votre relation va bien, vous n'êtes pas confus sur le fait qu'elle va bien. Vous savez juste qu'elle va bien. Deuxième chose, c'est l'isolation. J'étais assez isolée. Parce que je voyais pas beaucoup mes amis, parce que comme je vous disais, quand je les voyais, il fallait compenser, etc. Donc l'isolation, c'est un signe. Si vous sentez que vous commencez à être coupé de vos amis, de vos proches, de conversations en fait qui pourraient vous permettre de réaliser que ça ne va pas, c'est un signe. Surtout si la personne est assez possessive, ça vous montre aussi que c'est une personne qui a du mal à vous laisser être et vivre librement. Troisième signe, les larmes. Franchement, si vous pleurez beaucoup, c'est un signe que ça va pas. Ça a l'air assez évident à dire, mais moi je savais pas que pleurer c'était pas normal. J'ai dû demander à des amis, je fais mais attends, t'es sûre? Et ben voilà, pleurer c'est pas normal. Je vous dis direct, vous pouvez pleurer peut-être, allez, de temps en temps, mais une fois par semaine parce que vous avez mal au cœur et que ça va pas. It is not normal, je le répète. Quatrième chose, la petitesse. En fait, sentir que vous êtes petit ou petite, sentir que vous ne pouvez pas être tout ce que vous voulez être ou tout ce que vous êtes capable d'être. Comme si, c'est un petit peu comme je vous disais là, le pouce sur le moucheron, comme si en fait il n'y avait pas de place pour grandir, il n'y avait pas de place pour être qui vous voulez être. C'est pareil que ne pas se sentir être assez. En fait, quand j'ai fait cet effort d'une semaine là que je vous disais, ça m'a montré que tout le reste du temps, j'étais pas à la hauteur par rapport à ce qu'il voulait. Enfin, c'est ce que je me disais, j'étais pas à la hauteur. Et ça m'a vachement aidée parce que je me suis dit, je serai jamais ce qu'il veut que je sois. C'est pas la peine en fait. Et je l'en parlerai tout à l'heure dans Comment on part. Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était pas moi le problème, c'était qu'on n'était pas compatibles. Je n'étais pas la personne avec qui il voulait être. Simple. Et il n'était pas la personne avec qui je voulais être. Ça, c'est une chose aussi importante à reconnaître. Donc, ne pas se sentir assez bien dans une relation, c'est probablement parce que la relation n'est pas adéquate pour vous. Ensuite, la nécessité de tout le temps marcher sur des œufs. Si vous sentez que vous devez tout le temps marcher sur des œufs, tout le temps faire attention à ce que je dis, attention à ce que je fais, que vous ne pouvez pas prendre de la place, dire une bêtise, dire une connerie, vous énerver, c'est le signe aussi qu'il y a quelque chose à regarder. Ensuite, l'over-responsabilité. Donc, dire c'est pas lui, c'est moi, comme je disais tout à l'heure, et c'est tout le temps une responsabilité qui n'est pas partagée. Je me disais tout le temps que c'était moi, je me disais pas que c'était lui, je me disais mais c'est moi, il faut que je fasse un effort, il faut que je change, il y a un truc que je dois faire, etc. Si vous sentez que la responsabilité elle est complètement de votre côté, c'est qu'il y a peut-être une question à se poser aussi. Ensuite,
je dirais une incapacité à poser ses limites et à dire non, à dire stop et généralement à exprimer ses besoins. Donc si vous avez du mal à dire je veux ça, j'ai pas envie de ça, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, ça c'est oui, ça c'est non, c'est le signe qu'il y a un endroit où vous n'êtes pas en sécurité par rapport à votre expression. Moi, j'ai beaucoup de mal à poser certaines limites. Certaines oui, certaines non. Donc, ça peut être aussi une piste. L'autre chose, c'est le gaslighting, comme je disais tout à l'heure. Je ne sais pas quel est le mot en français, mais c'est un peu tout le temps remettre en doute vos ressentis, votre parole. Par exemple, moi, je devais tout le temps justifier par A plus B mes émotions. Je suis triste. Pourquoi t'es triste? Ce que j'ai dit là, c'est pas censé te rendre triste. Ce que j'ai dit, c'est censé être nanani nanana. Mais non, tue ton émotion, elle est pas valide. Ou bien, les moments que je détestais le plus, c'était je vais lui dire quelque chose que peut-être qu'il m'a dit, qui m'a fait mal. Il va me dire, c'est pas ce que j'ai dit. Il va me dire, j'ai dit ça, 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 ça. Toi, tu l'as interprété comme ça, 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 ça. Et donc, du coup, c'est ton problème si tu te sens comme ça. Jamais, jamais une excuse, jamais un je suis désolée que tu te sentes mal, mais t'as mal compris. C'est ta faute. Tu n'appliques pas ce que je dis, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, etc. Si une personne qui est censée vous aimer remet en doute constamment vos émotions, vous n'avez pas l'espace d'être vous. Parce que c'est quoi les technicalités de j'ai dit ci, j'ai dit ça, j'ai dit ça, peu importe ce que tu as dit, l'essentiel c'est que la personne en face elle se sente d'une certaine façon. Et du coup, plutôt que de se défendre soi, il y a une compétence humaine assez importante qui est l'empathie et qui est de dire « Waouh, franchement, je suis désolée que tu te sentes comme ça. Je voulais pas le faire exprès, mais j'ai pas fait exprès, mais je suis vraiment désolée que tu te sentes comme ça. Viens, on en parle, viens, on discute. Comment j'aurais pu parler différemment, etc. » Ça, il n'y a pas dans les relations toxiques. Gaslighting, ce que tu ressens, c'est pas valide, on l'étouffe. Un autre aspect, c'est le mensonge. Pas le mensonge de l'autre personne, le mensonge qu'on fait nous-mêmes. Moi, je mentais dans cette relation. Je disais pas tout. Pourquoi? Parce que je sentais que ça allait me prendre la tête. Je disais pas tout, je disais pas forcément tout ce que je faisais, je racontais pas toute ma journée, je disais pas tout ce que j'ai. J'étais pas un livre ouvert, clairement. Il y a clairement des parties que je protégeais. Et donc, je mentais. Et clairement, je pense que si on était restés ensemble plus longtemps, j'aurais menti encore plus. Parce qu'au fur et à mesure, on développe certains mécanismes, on se dit « mais non, je mens pas vraiment ». Mais en fait, si tu mens, parce que tu dis pas tout. Donc ça, si vous sentez que vous commencez à mettre en place des mécanismes de défense, à regarder. L'autre chose, c'est la moquerie. Ça, c'est dur. Si vous êtes dans une relation où on se moque de vous, c'est pas de l'amour, ça. Hein. Alors, il y a la taquinerie, c'est ok. Moi, je me fais taquiner tout le temps dans ma relation actuelle. Mais la moquerie, c'est rabaisser quelqu'un. C'est dire, mais pour qui tu te prends? Mais t'as cru quoi? T'es pas à la hauteur de ça. Ha ha ha, très drôle, bouh. Je me rappelle une fois où je pleurais. Il m'a fait bouh, ça y est, tu recommences à pleurer. Oh. Et waouh. Et je sais pas quel mécanisme en lui s'est dit que c'était la bonne réaction à avoir. Peut-être qu'il s'est dit que s'il le tourne en dérision, c'est pas ça allait apporter une résolution, j'en sais rien, mais je me rappelle que ça m'a brisé le cœur. Et ouais, intéressant. Donc la moquerie, non. Le corps qui se saisit, comme je vous disais, si votre corps se saisit, si vous sentez dans votre corps qu'il y a de la tension, votre corps vous parle, il sait quand il est en sécurité et il sait quand il ne l'est pas. Votre corps capte énormément d'informations. À chaque seconde, votre cerveau capte 2,3 millions de nanobits d'infos. Votre conscient en retient 230, c'est pas beaucoup, 280. Mais votre esprit capte énormément de signaux, énormément de micro-signaux, énormément de choses. Quand votre corps vous dit quelque chose, dites-vous qu'il a capté quelques centaines de milliers de fois plus que ce que vous comprenez consciemment. Donc écoutez-le. Ensuite, autre signe. Je trouve que c'est long, mais je me dis... Peut-être cet audio va aider quelqu'un. Donc, je suis aussi complète que je peux l'être. Parce que je me dis, j'aurais aimé pouvoir m'asseoir pendant 1 heure et demie et écouter quelqu'un dire tout ça. Parce que là, je me serais dit, ok, je suis pas folle. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Et si ça vous aide, je vous en supplie, écrivez-moi. Parce que c'est pas facile à faire forcément, mais je sais que c'est important.
Ensuite, autre signe, red flag, des critiques sur la personne que vous êtes. La personne que vous êtes vous-même et pas votre comportement. Par exemple, toi tu es trop ci, toi tu es trop ça, tu parles trop, à chaque fois tu fais ci, tu rigoles trop fort, je sais pas, je dis des trucs comme ça. Des choses qui vont être critiques sur qui vous êtes et sur des choses que vous pourrez pas changer sur vous, ça c'est très violent. Des choses qui sont des critiques sur votre comportement, ça on peut changer un comportement. Si par exemple je suis quelqu'un, je sais pas, je mets pas de dessous de verre quand je pose un verre sur la table, c'est bon, je peux apprendre à mettre un dessous de verre, ça va. Mais si tu me dis, j'aime pas comme tu parles, ben, c'est compliqué. Moi, il y a une chose qui me disait souvent, c'était que j'étais pas intéressante. Pourquoi ? Parce que je m'intéressais pas aux news et aux choses comme ça. Je m'intéresse toujours pas aux news d'ailleurs. Je m'intéressais beaucoup au développement personnel, à la spiritualité, à l'entrepreneuriat, au fait de se sentir bien. Et il me disait que j'étais pas intéressante. Et en fait, je disais pas que j'étais pas intéressante, c'était que je m'intéressais pas aux mêmes choses que lui. Mais il y a plusieurs fois où je me suis posé la question de est-ce que je suis assez intéressante ? C'est compliqué. Je veux dire, excuse-moi, est-ce que tu peux changer parce que t'es pas assez intéressante ? I don't know, c'est bizarre. Ensuite, l'autre chose que je dirais, c'est que en fait, vous réalisez qu'il faudrait que vous soyez quelqu'un d'autre pour que ça fonctionne. Que vous-même vous soyez quelqu'un d'autre, que l'autre personne soit quelqu'un d'autre. Mais vous dites ça en fait. Si j'étais légèrement quelqu'un d'autre, ça marcherait. Ouais, c'est pas un bon signe. Ensuite, les dernières choses, c'est la peur panique de la rupture. Alors, ça, c'était vraiment un trait de cette relation. J'avais tellement peur de rompre, j'avais tellement peur que ça marche pas. Je me disais, cet homme, c'est l'homme de ma vie. Je trouverai jamais quelqu'un avec qui je me sens comme ça. Il est tellement bien, il est tellement parfait, on peut faire tellement de choses ensemble. Il faut absolument que cette relation marche. Et quand on a rompu, je me disais, en fait, on va retrouver le chemin d'être ensemble. Même quand on a rompu, j'avais pas eu tout ce recul. Mais c'était, on va retrouver le chemin d'être ensemble. C'est juste que voilà, là on n'était pas prêts. Mais c'est vraiment lui. Genre c'était mon Mr. Big en fait, dans Sex and the City. Vous voyez Mr. Big, relation hyper toxique du début à la fin, mais elle finit quand même avec et il est dans les films. Donc moi je me disais c'est mon Mr. Big. Oui c'est pas facile mais je vais tenir. D'ailleurs, parenthèse, Sex and the City c'est une série hyper toxique. Ne prenez pas vos conseils là-bas. Fin de la parenthèse. Et donc du coup, mais... ouverture de la parenthèse, mais c'est fun, elles ont des vêtements assez cool et j'adore Samantha, fermeture de la parenthèse. Et donc voilà, énormément de codépendance, énormément de je veux tellement que la relation fonctionne que je vais tout faire pour jusqu'à oublier qui je suis, oublier mon âme, oublier ce qui m'anime. Et la relation appuie sur tous vos boutons, c'est ce que je disais tout à l'heure, et comme je le disais, il y a compatibilité de blessures. On est tous blessés, on a tous des douleurs, on a tous des traumas. Le trauma, c'est pas une excuse pour se comporter mal envers quelqu'un. Pour être quelqu'un qui travaille avec des personnes qui ont des traumas toute la journée, je peux vous dire que ça justifie pas d'être méchant. On peut avoir des réactions qui sont triggered, qui sont déclenchées, mais c'est pas une justification, parce qu'on a tous des choses à gérer. Et il y a... Alors c'est moi qui ai inventé ce terme, je pense pas qu'il existe, mais il y a une espèce de compatibilité des blessures. On est tous blessés. Vous n'allez pas être en couple avec quelqu'un en étant complètement soigné du début. Mais vous allez voir que c'est comme des Legos qui s'emboîtent. Là où moi, j'ai une blessure, quand je suis dans une relation saine, ma personne vient apaiser cette blessure, me rassure sur cette blessure, me fait me sentir mieux sur cette blessure. Dans une relation qui est toxique, la personne va venir appuyer sur la blessure, l'enfoncer, vous faire douter encore plus de vous. Et moi, j'avais peu d'estime de moi à la base, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je construisais, que j'ai construit toute ma vie. C'est pour ça que ma tagline, c'est « Être toi suffit », c'est parce que toute ma vie, je me suis rappelé que « Être moi suffit ». Et c'est une relation qui me faisait tout le temps sentir que être moi ne suffisait pas. Ça appuyait sur les mauvais boutons. Et ça, c'est pas normal. Et je me disais à l'époque, mais oui, c'est normal d'être challengé dans une relation. C'est normal que... Non, c'est pas normal. Franchement, une relation saine, on doit se sentir comme à la maison. Relaxé, content d'être là, en paix, détendu. Et la dernière chose, c'est, comme je le disais, c'était la sensation de ne pas respirer et l'impression de déranger. Ça, c'est une impression qui est hyper étrange, d'être dans un couple et d'avoir l'impression de déranger la personne. J'aurais l'impression de déranger par ma présence, de prendre de trop de place, de pas être comme il fallait et qu'il fallait que
Si seulement je pouvais être quelqu'un d'autre. C'est ce que je me disais tout le temps. Et en fait, c'est compliqué d'être dans une relation qui est toxique, voire abusive, parce qu'on n'a pas beaucoup de repères. C'est pour ça que je dis que je vous donne tout ce que je peux là, pour que vous ayez des repères, que vous sachiez, ok, ça, c'est pas normal. Après, qu'est-ce qui va nous aider à partir? Donc ça, c'est ce que je vais expliquer ensuite, parce que partir n'est pas facile. Personnellement, sur la dernière année de notre relation, plein de gens m'ont parlé, j'ai pas écouté. Mais ça m'a aidé pour après. C'est-à-dire que sur le moment, je disais mais non, mais ça va, mais non, t'exagères, etc. Ma mère m'a parlé, mon frère m'a parlé, mes copines m'ont parlé, elles m'ont dit c'est bizarre. Elles m'ont pas dit des choses hyper claires, mais c'était plutôt des ressentis, des sensations. Et des tu mérites mieux, mais non, mais c'est pas censé être comme ça, mais il abuse, etc., etc. Et je me disais mais non, ça va aller. Donc sur le moment, j'ai pas écouté. Mais par contre, ça m'a vachement servi pour après la rupture, quand je me suis rappelée et je me suis dit, je suis pas folle d'avoir arrêté cette relation. J'ai dû l'arrêter par moi-même, mais ça m'a beaucoup validé a posteriori de me dire, on m'avait dit, et en fait, j'ai eu raison. C'est dur aussi de partir parce que une relation comme ça va appuyer beaucoup sur votre confiance en vous et votre estime de vous-même. Et donc, on se dit qu'on va plus jamais trouver quelqu'un d'autre, vu à quel point on est rabaissé. Vous voyez, vous êtes pas en mode « Ok, je suis la reine du monde, je suis la plus forte, je peux faire tout ce que je veux. » Non, on a passé des années à vous faire croire que vous étiez pas assez bien. Vous sortez pas de cette relation en vous disant « Mais non, tout va bien se passer. » Non, vous sortez genre à quatre pattes en faisant ce que vous pouvez. Ok ? Et la confiance en soi se construit après. Et donc du coup, c'est pas vraiment la confiance en soi ou l'estime de soi qui va toujours vous aider parce que ça se trouve, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu. Et voici moi ce qui m'a aidé. C'est cette phrase, comme je vous disais tout à l'heure. Je ne me sens pas comme j'ai envie de me sentir. Je ne me sens pas comme j'ai envie de me sentir. Je me la suis répétée tout le temps. J'ai même acheté un truc de carte pour aider à décider s'il fallait rompre ou pas. Je sais plus où c'est, mais c'était The School of Life qui fait ça. The School of Life avait un paquet de cartes où tu choisissais la pile et en fonction de la pile, ça te disait, du nombre de cartes que tu mettais dans chaque pile, ça te disait si tu devais rester ou pas. Moi, c'était 50-50, ça m'a pas aidé. Mais en tout cas, c'était très intéressant parce que du coup, sur les cartes, j'ai vu tous les trucs que j'avais pas dans ma relation. Je me dis, ah, c'est censé être ça? Ok, intéressant. Et donc du coup, cette phrase « je ne me sens pas comme j'ai envie de me sentir », elle m'a aidé à me dire « je ne sais pas comment c'est censé être, mais j'aime pas. Commencez maintenant. » Parce que ce qui est dur dans le départ, c'est qu'on a peur de se retrouver seul, on a peur de se tromper, on a peur qu'en fait une relation c'est comme ça et que du coup, qu'est-ce qu'on va chercher, etc. Et me dire peu importe, je ne me sens pas comme j'ai envie de me sentir, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, j'avais juste envie de me sentir apaisée, joyeuse et je ne l'étais pas. Je dirais aussi que l'autre chose qui m'a aidée, c'est que j'ai doucement appris à m'aimer en parallèle de cette relation. C'est-à-dire que même s'il y avait toutes ces difficultés, il y a une chose qui allait très bien dans ma vie, c'était mon entreprise. Et en fait, on a rompu le mois après que mon entreprise ait fait mon plus gros chiffre d'affaires de l'époque. Et bref, ça a créé une dispute liée à autre chose, et puis voilà, je me suis cassée. Et en fait, au fur et à mesure, par ailleurs, sur d'autres sujets, j'ai commencé à développer de l'amour de moi. Je peux pas dire que j'avais confiance en moi à fond, mais je commençais à bien m'aimer. Je commençais à bien m'apprécier comme personne. Et je me disais, il y a tellement de gens qui apprécient ce que je fais par ailleurs. J'ai commencé à voir en fait les personnes qui me faisaient des compliments, me disaient des choses gentilles, me disaient merci. J'ai commencé à voir comment j'étais appréciée sans faire d'efforts par ailleurs et j'ai commencé à me dire, c'est pas normal que j'ai pas ça dans ma relation. Et ça, c'est chercher en fait à trouver autre chose que la relation qui nous nourrit, si on peut, hein, si vous pouvez déjà, ça peut vraiment aider. Après, c'est pas toujours facile parce que comme je vous disais, parfois il y a de l'isolation dans ces relations, mais doucement, commencer à se dire, ok,
je vois qu'à l'extérieur de cette relation, il y a des choses qui sont positives pour moi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était de doucement construire la confiance qu'à l'extérieur de cette relation, il y a autre chose, qu'il y a des personnes pour moi. Demander de l'aide aussi, essayer d'avoir du soutien, même si c'est compliqué. Discuter avec des personnes. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des repères. Et en fait, l'expérience d'essayer de faire un effort pendant une semaine, ça m'a beaucoup aidé. Mais je me rappelle que ce qui a fait déborder le vase, c'était que voilà, on a eu une dispute. Et après la dispute, on ne s'est pas parlé, c'était très froid. Et puis je me suis dit, allez Livia, comme d'habitude, responsabilité. Allez Livia, tu vas tout faire pour que les choses s'arrangent. Voilà, tu peux pas attendre que ça s'arrange de façon comme voilà, par magie. Du coup, tu vas t'habiller bien, tu vas faire à manger, comme ça quand il rentre, il y a à manger, vous pouvez discuter autour d'un plat. Et je me rappelle que quand il est arrivé, je lui ai dit le repas sera prêt dans 30 minutes. Il m'a dit ah, il avait pas l'air content. Je lui ai dit bon, je fais mon repas, lui il prenait sa douche. Puis après, quand il est sorti, j'ai fait mais t'as l'air pas de très bonne humeur, ça va. Il me dit oui, ça va. Et après, je lui ai dit, mais s'il y a quelque chose, dis-moi. Il me fait, ah non, je vais pas le dire. Je lui ai dit quoi? Et après, je lui ai dit, est-ce que t'es vexé parce que le repas était pas déjà prêt quand t'es arrivé? Et il me fait, ouais, ça aurait été mieux. Ah. Parce qu'en fait, dans son désir, dans son besoin, il y avait le fait que, en fait, si je voulais vraiment faire un effort, il aurait fallu que quand il arrive, la table soit mise, le repas soit prêt. Enfin, vraiment y avoir été parfaitement, mettre les petits plats dans les grands. Et j'avais pas fait ça, parce que j'étais en retard. Et du coup, je lui ai dit, ok, on a mangé en silence, je me rappelle. Et après, je lui ai dit, tu sais quoi, je peux pas. Je peux pas vivre une vie où, quand je fais à manger pour quelqu'un, c'est pas assez parce que c'est pas à l'heure. C'est pas possible pour moi. Et en fait, c'était juste la décision que j'allais plus essayer d'atteindre ses standards à lui. C'était tout. C'était ça, finalement. C'était la décision que j'allais plus essayer d'atteindre ses standards à lui. Parce que souvent, on oublie, on se demande tout le temps, est-ce que je suis assez bien pour cette personne? Est-ce que je suis assez bien pour cette relation? Mais on se demande pas si cette personne est assez bien pour nous. On se demande pas si cette personne, elle est celle qu'on veut vraiment. Et dans ce moment, je me suis dit, c'est pas ce que je veux comme gars, moi. C'est pas ce que je veux. Je veux quelqu'un qui, quand il rentre, il me fait un câlin, il est trop content, il me dit merci ma chérie, t'es la meilleure. Il me dit ouah, t'es trop belle. C'est ça que je veux. Je pense que la rupture est arrivée quand je me suis dit, et bien même si je le trouve jamais, je préfère être seule que d'être dans cette relation. Voilà. C'est là où, c'est quand être seule et être en paix me semblait mieux que d'être dans une relation où j'étais jamais assez. Et il y a un chemin à faire. Et c'est pour ça que moi je donne pas trop de conseils sur s'il faut rompre ou pas. Parce que je sais que chaque personne doit faire son propre chemin. Mais je dirais que si vous sentez que c'est une possibilité, gardez les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Écoutez votre corps, écoutez vos amis, les gens qui vous aiment, pas des gens qui blablatent, mais des gens qui vous aiment vraiment. Et faites une chose, il y a une psy qui m'a dit ça, et c'est une chose que je fais même encore dans ma relation actuelle, c'est prendre des moments où vous observez la relation de l'extérieur. Vous essayez pas de la modifier, vous essayez pas de faire des efforts, vous existez et vous l'observez. Et il y a plusieurs fois où j'ai observé la relation, j'ai observé, comme si je flottais au-dessus de nous deux, j'observais notre dynamique, j'observais comment on agissait, je me disais, intéressant, ça m'a vachement aidée. Et voilà, donc comment partir? Vous allez vous trouver votre chemin. Mais pour moi, il y a de l'amour de soi dans le départ. Il y a cette phrase, je vous la répète, je ne me sens pas comme j'ai envie de me sentir. Et c'est assez. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Parce que franchement, moi, il m'a fallu genre 2 ans ou 3 pour comprendre que cette relation était toxique. Donc c'est pas comme si vous allez dire, ok, ceci est une relation toxique, je vais me casser maintenant. Non, vous allez peut-être comprendre plus tard, mais vous allez au moins savoir que c'est parce que
c'est pas ce que vous voulez. Et doucement, en développant l'amour de vous-même, en réalisant votre valeur, vous allez arriver au moment où c'est ok de partir. Alors ce sera plus ou moins facile de partir, je ne sais pas quelle est votre situation, mais il y a un moment où ce sera le moment. Voilà. Et je voulais finir par vous dire qu'est-ce qui est pour moi une relation saine. J'ai déjà parlé de ça dans un autre épisode, mais je me dis tant qu'à faire puisqu'on est là. Pour moi, une relation saine, c'est une relation où on se dispute et ça va. J'en parlais avec une copine aujourd'hui, je lui disais, sincèrement, dans ma relation toxique, on se disputait presque jamais. J'étais juste confuse et en larmes, mais il y avait des discussions, mais c'était toujours un peu contrôlé, un peu, je mesurais ce que je disais, je savais pas ce qu'il fallait dire, je savais pas quels étaient les bons mots, j'essayais de me faire comprendre et tout. Aujourd'hui, pour moi, dans une relation saine, il faut être capable de dire ce qu'on a à dire, comme ça sort. Et la plupart du temps, si vous avez une bonne couche d'amour, de bienveillance et de connaissance de soi et de l'autre, vous n'allez pas forcément dire des choses qui blessent ou qui sont méchantes. Mais il y a une chose qui est vraie dans ma relation actuelle, qui n'était pas vraie dans ma relation avant, c'est que je peux m'exprimer et dire ça c'est pas ok. Parfois on se dispute. Alors on a un couple qui crie pas trop. Si vous avez écouté l'épisode où on parle, c'est l'épisode L'amour ne suffit pas, vous pouvez aller l'écouter. Il y a mon chéri qui intervient dessus. On n'est pas un couple qui crie. Moi je crie, lui il crie pas. Donc en fait on crie pas parce que quand je crie ça sert à rien. Il est trop calme. Mais il y a des moments où on va pas être d'accord, se chicoter, légèrement hausser le ton. Par moments je vais dire un truc qui passe pas. Il va me dire non mais t'abuses, etc. C'est abusé, t'exagères. Parfois on dit ce que t'as dit c'est impoli. Parfois on dit c'est un gros mot, c'est une insulte. On s'insulte pas, mais bon, voilà, des petites phrases comme ça. Mais en tout cas, il y a des petites disputes du quotidien qui sont un peu, ça frotte et on s'exprime. Je dirais pas que c'est des cris, je dirais pas que c'est violent, mais c'est juste, voilà. Et en fait, on va pas laisser macérer beaucoup les choses. Hein. Dès qu'il y a une personne d'entre nous qui a besoin de dire les choses, on le dit directement. Et souvent, quand c'est pas dans la chaleur du moment, on va le dire assez posément. On essaie d'utiliser de la communication non violente. Quand tu as fait ça, je me suis sentie comme ça, du coup, j'aimerais bien que... Mais il y a une une équité dans notre conversation. C'est-à-dire que moi, je peux m'exprimer comme je veux, il s'exprime comme il veut. On s'aime, donc on se fait pas de mal. On va pas se dire des choses méchantes. Mais voilà, on parle. Et ça, c'est une chose aussi qui est assez fondamentale, c'est que je ne veux pas le changer, il ne veut pas me changer. Il y a quasiment jamais de moment où on s'est dit « Oh, tu devrais être différent » ou « Tu devrais être différente ». Il y a des trucs où oui, bien sûr, si ça pouvait être changé comme une baguette magique, on se dit « Ah, ce serait cool », mais ce serait pas la même personne. Et donc du coup, finalement, on l'accepte en fait. Et parce que il y a un give and take, si tu enlèves ce trait de caractère de cette personne, il y a autre chose qui va être perdue aussi. Et donc du coup, tu peux pas avoir quelqu'un de tout lisse qui te convient. Donc moi, je me dis toujours qu'on a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que si quelqu'un a un trait qui te plaît pas, c'est potentiellement qu'en face, il y a un autre trait qui te plaît beaucoup et on peut pas modeler quelqu'un à son image. Comme je disais, je sais plus quand j'ai dit ça, mais c'est pas des Playmobil, c'est pas genre oh j'enlève ce chapeau et je mets ce chapeau. Non, une personne, tu choisis d'être avec elle comme elle est. Et bien sûr, on évolue, on grandit, mais comme je le disais au tout début, on tape pas sur du potentiel, on tape sur ce qui est là. Donc est-ce que je suis capable d'accepter cette personne telle qu'elle est maintenant ? Je pense que ça c'est très important. Et donc du coup, dans une relation qui est saine, chacun a la place d'être pleinement soi et de poursuivre ses rêves, de poursuivre ses envies et d'être accompagné dedans et pas freiné. Dans ma relation toxique précédente, j'étais pas encouragée dans mes rêves du tout. Il y avait un côté ok si, mais c'était pas un encouragement qui était ancré, qui venait du cœur. Par exemple, c'est lui qui m'a dit la plupart des phrases que je me rappelle qui m'ont freinée quand pour devenir entrepreneur. Il m'a dit que je serais jamais entrepreneur parce que je n'étais pas assez organisée. Ça fait maintenant 9 ans que je suis entrepreneur et j'ai une entreprise qui fait des bons chiffres d'affaires, donc c'était faux. Il m'avait dit
Ouais, comme je vous disais que mon métier, c'était pas vraiment un vrai métier. Plein de petites choses comme ça. Et des fois, quand j'entends de la critique quand j'entends des petites voix dans ma tête qui me critiquent, c'est en fait sa voix que j'entendais. Maintenant, je l'entends plus. C'est un truc que j'ai soigné. Mais voilà, et donc au contraire, avoir quelqu'un qui est capable d'écouter, d'encourager vos rêves, de vous dire mais oui, mais tu peux tout faire, c'est absolument génial, je serai toujours à tes côtés, ça c'est une relation saine. Ça c'est une relation saine. Et c'est une équipe. On est du même côté, il n'y a pas de compétition entre nous, il n'y a pas de rabaissement de l'un de l'autre. Si je gagne, tu gagnes. Ça c'est un truc que mon compagnon, il me dit si je gagne, tu gagnes, si tu gagnes, je gagne. On est une équipe, on est du même côté, on est dans la même team. On n'est pas l'un contre l'autre. On n'est pas moi j'essaie d'obtenir quelque chose, toi tu essaies d'obtenir autre chose. Donc je vois comment je peux manipuler un petit peu les choses pour que moi j'obtienne ce que je veux. Absolument pas du tout. On est dans la même équipe, donc on veut tous les deux des choses. Moi je veux des choses pour moi, lui il veut des choses pour lui, on veut des choses pour nous, mais il y a des choses aussi que je lui souhaite. Il y a des choses que je me souhaite et qu'il me souhaite. Et donc du coup, ce qu'il souhaite, je vais être là pour lui, pour qu'il les ait, et vice-versa. Dans une relation saine, je trouve qu'il y a une bonne base d'amitié. Ça aussi, on l'avait dit dans l'autre épisode, donc je le redis là. Il y a une bonne base d'amitié. On est amis, on s'aime bien, et donc on se fait pas de mal. On se dit pas des choses méchantes à ses amis. Et donc du coup, on se dit pas des choses qui pourraient blesser. Même si on les pense, je dis pas qu'on les penserait pas, on n'est pas des genres des saints, tu vois. Mais on les dit pas parce qu'on veut pas faire de mal à notre ami. Et ça, c'est fondamental. La base d'amitié, elle est importante. Il y a aussi une admiration mutuelle, le fait d'admirer l'autre personne, le fait de se dire waouh, c'est trop bien ce que tu fais, c'est trop bien qui tu es, j'ai trop de fierté d'être dans cette relation avec toi. Ce que je dirais aussi, c'est que pour moi, il y a quand même, c'est pas forcément tout rose dans une relation saine. Et je dirais qu'il y a 90-95% où ça roule, genre comme un fleuve tranquille, et peut-être 5% de ce que j'appellerais de la croissance. Je parle pas d'abus ou de violence, je parle de croissance, genre des moments où il y a un truc qui va cogner, frotter, et il va falloir vous poser et le régler. Et là, je parle pas de... Voilà, je parle pas de ce que je parlais avant, là, je parle vraiment d'un truc où là, il y a un truc dans notre relation, il y a un truc, on arrive à un nouveau stade, et là, il va falloir qu'on règle cette situation. Et ça peut arriver dans certains paliers de la relation. Par exemple, nous, ça a été le cas quand on s'est mis en couple, ça a été le cas quand on était en couple pendant la pandémie et qu'on était séparés. C'était très dur pour moi. Ça a été le cas quand on s'est installés ensemble, etc. Et donc, du coup, on a eu des moments comme ça où le couple il a dû grandir. Il ne pouvait pas rester comme il était avant. Et pour ça, on a dû avoir des conversations pour s'ajuster. Pour se dire, ok, moi je suis comme ça, toi tu es comme ça, moi je suis capable de ça, toi tu es capable de ça. On négocie. Ça c'est un truc, je dis souvent, on négocie beaucoup. C'est-à-dire, je vais voir de quoi je suis capable, tu vas voir de quoi tu es capable. Mais il n'y a pas de... Mais c'est pas de la violence, c'est juste... On arrive à un moment où on doit passer à l'autre étape, donc comment on la navigue. Pour moi, il y a aussi un certain développement personnel à avoir individuel et à deux. Donc chacun grandit, chacun de son côté. Et aussi, il n'y a pas de peur panique de la rupture. C'est assez paradoxal, mais autant j'ai pas envie de rompre avec mon compagnon, genre jamais, autant je sais que si ça va pas, c'est ok si on arrête. Parce que, en fait, c'est bizarre à dire, mais je l'aime tellement que j'aimerais pas qu'il souffre dans la relation. Et aussi, je m'aime tellement que j'aimerais pas souffrir dans une relation. Et on n'a pas de codépendance, on est interdépendants. On compte l'un sur l'autre. Mais on n'a pas ce truc où sans toi je ne suis rien. Absolument pas. Et d'ailleurs, moi j'avais des restes de codépendance quand je me suis mise en couple avec mon chéri actuel. J'avais clairement des restes. J'attendais des choses de lui. J'attendais que pour qu'il me prouve mon amour, il fasse ci, il fasse ci, il fasse ça. Lui, il a zéro codépendance. Il était tellement indépendant. C'était dur. Je savais pas comment gérer quelqu'un qui était si bien avec lui-même en fait. J'avais besoin qu'il soit pas si bien avec lui-même pour qu'il ait besoin de moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais besoin qu'il se dise sans toi je ne suis rien. Comme mon ex en fait. Et non, lui il est pas comme ça. Il dit non, ça va, je suis bien seul.
mais j'aime bien quand t'es là. C'est un peu ça la dynamique. Et pour moi, c'est ça l'interdépendance. C'est dire, je suis bien dans ma peau, je suis bien seule, je suis heureuse, je suis épanouie. Mais c'est tellement mieux quand t'es là. C'est tellement merveilleux quand t'es là. Et bien sûr, aujourd'hui, j'imaginerais pas ma vie sans lui. Je trouve qu'on est tellement complémentaires, on s'entend tellement bien. Mais si plus tard il se passait que on réalisait que cette relation n'était plus pour notre bien, on l'arrêterait. Parce que notre bien passe avant tout, passe avant la survie d'une relation. Et ça, pour moi, c'est très libérateur. Parce que c'est un côté où on ne se force pas, on ne fait pas de sacrifice, on n'est pas en train de se plier en quatre pour que ça fonctionne. Il y a une chose que j'ai mis, c'est que voilà, avec l'interdépendance, il y a le fait que chaque personne fait ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour elle. Je fais ce qui est bon pour moi, il fait ce qui est bon pour lui en priorité. Dans une relation toxique, vous n'avez pas ça. C'est pas possible. Parce qu'on est dans un endroit où chacun va agir de façon à ce que soit l'autre l'aime, soit l'autre reste, soit que la relation fonctionne. Donc que dans une relation qui est saine, on a la capacité de faire passer ses besoins en premier. On a la capacité de s'honorer, de se respecter soi-même et l'autre. Et pour moi, ça vient de ça. Il y a une belle base de santé, en fait. C'est ça. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Donc c'est un épisode un peu patchwork, hein. J'ai raconté beaucoup de choses, mais j'espère qu'il va vous aider. J'espère que si aujourd'hui vous êtes dans une relation où vous vous dites « je sais pas si c'est normal », ça va vous donner des pistes en fait. Je sais que c'est pas un épisode de podcast qui va tout régler dans votre vie, mais j'espère que ce sera une lumière sur votre chemin quand même. Et je veux dire aussi que j'ai beaucoup de compassion pour vous, parce que parfois quand on est dans des relations comme ça, il y a des gens qui vont me dire « mais pourquoi tu pars pas, mais pourquoi tu restes, etc. » Je suis la première à savoir que c'est pas si facile de partir. C'est pas si facile, parce que on a investi dans la relation, on a des rêves, on a des envies. Très souvent, la personne avec qui on est, elle n'était pas comme ça au début. Moi, c'était clairement pas la même personne. Au début, il me faisait rêver, j'étais fascinée, je trouvais que c'était le jackpot. Puis après, j'ai réalisé que, waouh, avec ça, il venait tellement de difficultés, d'exigences, mais on est toujours attaché souvent à cette première vision qu'on avait de la personne. Jusqu'à ce que encore et encore on réalise que c'était pas exactement ça. Et j'ai même de la compassion pour les personnes en face, parce que peut-être que vous dites ok, dans ma relation c'est moi la personne qui suis émotionnellement abusive, ou c'est moi la personne qui était émotionnellement abusive. Et parce que je travaille avec pas mal de personnes qui ont des traumas, je connais bien le trauma. Et si vous êtes émotionnellement abusif ou abusive envers quelqu'un, c'est parce que vous attendez que cette personne vous donne des choses qu'elle peut pas vous donner. Vous attendez qu'elle vous soigne, vous attendez qu'elle vous apaise, vous attendez qu'elle vous prouve qu'elle vous aime, vous attendez qu'elle vous prouve qu'elle va pas s'en aller. Et donc vous allez mettre un cadre, mettre du contrôle, mettre de la manipulation pour être sûr qu'elle va rester. Et ça arrive quand nous-mêmes on se sent en insécurité. Et donc d'un côté ou d'un l'autre, le travail de chaque personne, c'est de se sentir en sécurité avec soi-même. Moi, je me sentais pas en sécurité avec moi-même. Et mon ex, peut-être pas, j'en sais rien en fait, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont foncièrement mauvaises, hein, j'imagine. Je pense que voilà, ça existe. Ou qui sont peut-être sociopathes, psychopathes, voilà, peu importe. Et donc là, bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est autre chose, c'est hors de mon domaine de compétences. Il y a des personnes qui sont blessées. Et comme on dit, hurt people. Il y a des personnes qui sont blessées. Le fait d'être blessé, de traumatisé ou d'avoir du bagage ne justifie pas de se comporter mal envers quelqu'un d'autre. Sinon, on pourrait tous avoir cette justification. Cependant, si vous êtes quelqu'un qui sentez que vous êtes la personne qui crée de la toxicité, peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité, peut-être que vous ne vous sentez pas bien dans vos peaux, peut-être que vous avez une vision de la relation et que vous voulez la faire entrer dans une case et elle ne peut pas rentrer dans la case. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a une incompatibilité de blessure avec vous. Et voilà, demandez-vous si vous êtes heureux et demandez-vous si vous n'avez pas besoin de prendre un peu soin de vous, parce que c'est pas une personne en face de vous qui va soigner vos blessures. Ça, c'est un truc qu'on doit faire soi-même.
On peut le faire avec l'aide de quelqu'un. On peut être accompagné dedans. On peut avoir un compagne ou un compagnon ou une compagne, pardon, qui accompagne ça. C'est dur à dire, hein. Mais personne ne peut faire le travail à notre place. Donc qu'on soit la personne qui se sent abusée et qu'on soit la personne qui a l'impression d'abuser, il y a un endroit où il va falloir recalibrer votre insécurité, prendre soin de vous, vous reconnecter à votre corps, vos ressentis et arrêter de projeter à l'extérieur votre valeur. Arrêtez d'attendre. C'est ça la codépendance, c'est que j'ai besoin que l'autre me valide pour savoir que je vaux quelque chose. Et il y a un gros travail à faire de se reconnecter à soi, se reconnecter à qui on est, se reconnecter à la puissance en nous. Et c'est un travail qui n'est pas forcément facile, mais c'est un travail qui se fait. Moi, c'est celui que je fais avec mes clientes. Alors moi, je le fais dans le cadre de la sexualité, dans mon programme Les 8 portes, où on fait un long travail de déconditionnement, de soins, d'apaisement, de plaisir. Et c'est un chemin clairement de développement personnel et spirituel, parce que c'est celui que moi j'ai suivi. Moi, c'est la sexualité qui m'a fait me sentir mieux, à 110 000 %. Il n'y a aucune autre modalité qui a été aussi puissante pour moi. Et après, j'ai rajouté le soin des traumas, et là, c'était de la bombe en barre. Mais personnellement, c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi, pour mes relations, pour l'estime de moi, pour le rapport à mon corps, pour savoir ma place sur Terre, pour me reconnecter à mon essence. Travailler sur ma sexualité de manière consciente a fait toute la différence. Donc c'est mon chemin, c'est celui sur lequel j'accompagne mes clientes. Peut-être que c'est le vôtre aussi, auquel cas, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être que pour vous c'est autre chose, mais le tout c'est de revenir à son centre en fait, et d'essayer au maximum de vous rappeler qui vous êtes, et de vous dire que si dans une relation vous pouvez pas vraiment être vous-même, c'est pas vous le problème, c'est que la configuration de la relation ne fonctionne pas. Et ce que j'aime bien, c'est me dire que des fois, je mets les gros sabots et j'y vais sans faire attention aux œufs. Je me disais, je vais tout péter, je vais casser des omelettes, je vais casser des œufs pour faire des omelettes, peu importe. Et je vais être vraiment moi, et je vais dire ce que j'ai à dire, et je vais voir ce que ça donne. Et ça passe ou ça casse. Peut-être qu'en fait, ça va être votre expression de vous-même, ça va être ce qui vous permet de montrer pleinement qui vous êtes dans cette relation, et de voir si la personne en face peut accepter qui vous êtes vraiment, et ça se trouve que oui, ou de réaliser que non, vous ne pouvez pas être vous dans cette relation, et donc il faut partir. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut avoir le courage d'être soi pleinement dans la relation et se dire soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe et ça change la dynamique totalement, je suis pleinement moi, du coup je prends plus de bullshit, je pose mes limites, je dis oui, je dis non, j'exprime mes besoins, et ça se trouve ça renverse la dynamique et je me sens plus manipulée ou abusée, ou ça fonctionne pas. Et la plupart du temps, peut-être ça va pas fonctionner, je sais pas, j'en sais rien, ça dépend vraiment de qui vous êtes et de à quel stade vous en êtes. Mais au moins vous saurez que vous avez été vous-même, vous avez été fidèle à vous-même, vous avez été en intégrité, et que c'était l'environnement de la relation qui vous convenait pas. Voilà les amis, c'est tout pour moi ce soir. Merci de m'avoir écouté. Je pense que cet épisode devait sortir et je me sens mieux de l'avoir partagé. Donc je vous dis merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram par exemple, pour me dire voilà, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça vous aide, est-ce que ça vous apporte des clés? Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, ça me ferait très plaisir de savoir que des gens l'écoutent et que des gens ont ma vision des choses, et peut-être ça peut leur donner des repères pour eux-mêmes. Parce que parfois on se sent un peu seul dans ces situations, et sachez que vous n'êtes pas seul. Je pensais pas un jour dans ma vie être dans une relation comme ça, et ça a été le cas. Et je sais que parfois on cherche les réponses, on est un peu isolé. Et juste savoir que peut-être une personne a vécu ça et que on n'est pas seul, ça peut vraiment faire une différence. Donc sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que je suis là et qu'il y a d'autres personnes aussi comme moi qui ont traversé des relations qui n'étaient pas toujours faciles, mais qui sont passées de l'autre côté, et que ça existe en fait l'autre côté. On a beau s'imaginer que jamais on trouvera l'amour, jamais on trouvera de relations saines, ça se trouve on sait même pas ce que c'est, mais je vous promets que ça existe. Parce que moi, je suis dans une relation très saine maintenant, qu'on apprend à grandir dedans. Et ça fait du bien. Et cette sensation d'apaisement et de relaxation que j'ai,
Je savais même pas qu'elle existait avant de la vivre. Et donc ça veut dire que vous avez des sensations possibles dans vos relations que vous n'imaginez même pas aujourd'hui. Peut-être que il y a des choses dont vous n'osez même pas rêver qui vont arriver. Vous allez vous dire, waouh, si c'était possible. Et si c'est possible. Voilà les amis, je vous envoie plein d'amour. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.